Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite en effet à mettre vos casques si ce n'est déjà fait. Si certains d'entre vous n'ont pas de casque et souhaitent la traduction simultanée, il y en a encore ici. Ah. Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Recteur, Monsieur le Conseiller de la Ministre, Madame la Doyenne, chers amis, chers collègues, bienvenue ici à l'Université de Lettonie. Je suis Mathieu Leporigny, je suis le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France et le directeur de l'Institut français. Et je suis très heureux, au nom des co-organisateurs de cet événement, l'Université de Lettonie, l'ambassade de France et l'Institut français, de vous accueillir pour cet événement important, cette conférence publique sur l'intelligence artificielle et l'éducation, qui se trouve être le deuxième dialogue entre la France et la Lettonie sur le sujet de l'intelligence artificielle. L'année dernière, nous avions ouvert ce cycle de conférences avec l'Université technologique de Riga et nous sommes très heureux de faire ce second événement ici à l'Université de Lettonie. Juste en guise d'introduction, vous mentionnez aussi que cet événement fait partie de notre programmation annuelle qui s'appelle Novembre numérique. C'est la 8e année consécutive que l'ambassade et l'Institut français en Lettonie sont impliqués dans ce projet de Novembre numérique qui vise justement à rendre accessible par la culture, mais aussi dans le cadre du débat d'idées, les questions liées au numérique et en particulier celles liées à l'intelligence artificielle. Je vous remercie donc toutes et tous d'être présents pour ce dialogue et j'en profite aussi pour remercier tous nos intervenants et nos experts qui viennent de France mais aussi qui se sont mobilisés ici en Lettonie dans ce cadre-là. Sans plus tarder, je vais maintenant passer la parole au professeur Linda Daniela, qui est la doyenne de la faculté des sciences de l'éducation et de psychologie de l'Université de Lettonie et qui sera du coup la personne qui va animer l'ensemble de l'événement et en particulier la table ronde. Merci à toutes et à tous et une très très belle conférence. Oh, labdien, kolēģi, draugi. Chers collègues, chers amis, maintenant je vais dire en français, et c'est tout. Mesdames, Messieurs, et je suis contente de vous voir ici. Et cette coopération avec l'Institut français et se poursuit, mais aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important pour tout le monde car l'intelligence artificielle apporte des modifications dans tout domaine de notre vie. Mais aujourd'hui nous allons nous focaliser sur l'éducation et aujourd'hui l'ordre du jour sera le suivant. D'abord, je vais vous présenter des personnes qui vont intervenir devant vous. Et puis, nous allons aussi écouter l'intervention de la philosophe française. Et après cela, nous allons participer, nous allons procéder à une discussion et je vous invite dès maintenant à réfléchir déjà aux différents types de questions que vous désireriez poser aux intervenants. Aujourd'hui, nous n'allons pas peut-être trouver toutes les réponses à nos questions, mais c'est un chemin à parcourir, chemin avancé. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Gundars Bērziņš, professeur, recteur de l'Université de Lettonie, qui est très passionné de l'intelligence artificielle. Alors, Monsieur Bērziņš, à vous la parole. Bonjour, chers collègues, chers amis français. Je suis très content d'être aujourd'hui devant vous et vous féliciter ici
au sein de notre université, l'université qui est l'une des institutions où l'intelligence artificielle est étroitement liée avec nos activités. Nous travaillons au quotidien avec l'intelligence artificielle, nous utilisons des algorithmes et ce phénomène qui a lieu actuellement relatif au développement de l'intelligence artificielle, c'est en quelque sorte le mérite de la coopération avec nos partenaires pour comprendre comment l'utiliser de mieux. C'est un phénomène avec lequel nous devons vivre dorénavant, qui va nous accompagner dans les différents domaines de notre vie. Et je voudrais ajouter que nous ne pouvons pas prévoir toutes les conséquences qui peuvent être produite par cette intelligence artificielle, mais chacun de nous va être concerné par l'intelligence artificielle. Et je ne sais pas ce que je vais faire concernant l'intelligence artificielle. C'est pourquoi ce genre de conférences, telles qu'aujourd'hui, sont très importantes pour comprendre de mieux comment utiliser au mieux l'intelligence artificielle et qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'institution académique, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que société, comment vivre au mieux avec l'intelligence artificielle. Je voudrais ajouter que le défi, l'enjeu qui est devant nous, ce genre de conférence aujourd'hui et à l'avenir, nous pourrons résoudre la question en ce qui concerne l'inégalité dans les inégalités dans le domaine intellectuel. Et aujourd'hui, j'invite à réfléchir qu'est-ce que nous pouvons faire, comment utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer sa productivité, ses résultats. L'intelligence artificielle va avancer et ceux qui vont, disons, l'utiliser au mieux et l'autre partie de la société qui ne va pas les utiliser peut-être ne va pas avancer aussi rapidement que ceux et celles qui vont l'utiliser. Cela pourrait créer ces inégalités. C'est pourquoi je vous invite d'être ouverts à la discussion, à réfléchir à cette égalité, à l'implication, la participation de la société à l'intelligence artificielle, comment améliorer ses performances dans ce domaine pour être plus productif, plus intelligent et plus ouvert à la société. Merci pour votre attention et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci à Monsieur le recteur. Et maintenant, j'invite à prendre la parole à Monsieur l'ambassadeur Manuel Lafont Rapnui. Soyez bienvenus. Oui, vous pouvez remettre vos casques. Monsieur le recteur, monsieur le conseiller, mesdames et messieurs les intervenantes et intervenants, chers amis, je voudrais d'abord remercier les organisateurs, les partenaires et les intervenants de ce dialogue. Les progrès très rapides de l'intelligence artificielle représentent un changement que nos sociétés doivent encore s'approprier. L'IA offre des opportunités considérables dans d'innombrables domaines, dont l'éducation, et les risques associés à ces progrès sont tout aussi importants. Et donc, face à cette situation, il appartient au pouvoir public de relever un double défi, réaliser pleinement le potentiel de l'IA pour la société, pour les populations, et garantir
un développement et un usage responsable et éthique de cette intelligence artificielle. La France s'est donné en 2017 une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle avec 2 phases qui courent jusqu'en 2025 pour faire de la France un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle et saisir cette opportunité d'améliorer la compétitivité et la productivité de notre pays dans le cadre de la 4e révolution industrielle, comme on l'appelle. Il y a un plan qui s'appelle le plan France 2030 et qui consacre à ce sujet près de 2,5 milliards d'euros. La première phase visait à renforcer la recherche. Elle s'est terminée en 2022. Elle a aidé à positionner la France comme un des leaders mondiaux en intelligence artificielle, avec un certain nombre d'actions clés, la création de laboratoires interdisciplinaires, le soutien aux chaires d'excellence en IA, le financement de programmes doctoraux, et le développement de capacités de calcul en recherche publique. La seconde phase, qui est encore en cours jusqu'à l'année prochaine, vise à former et attirer les talents. Elle a été lancée en 2022 et elle met l'accent sur la diffusion de l'IA dans l'économie, le soutien à l'innovation avec des objectifs comme accompagner 500 petites et moyennes entreprises dans l'adoption de l'IA d'ici 2025, former 3700 étudiants spécialisés dans l'IA, ou encore atteindre 15% du marché mondial de l'IA embarqué d'ici l'année prochaine afin de renforcer la position de la France sur la scène mondiale. Alors on n'est pas encore l'année prochaine, mais d'ores et déjà 81 laboratoires d'IA ont été créés en France, c'est le plus grand nombre en Europe. On a une croissance de 24% du nombre de start-up en IA entre 2021 et 2023 et 15 000 personnes travaillent dans les start-up en IA en France, en tout cas pour les chiffres qu'on avait pour l'année 2022. L'année dernière, le 19 septembre 2023, le comité de l'intelligence artificielle a été lancé et ce comité réunit des acteurs de différents secteurs, culturels, économiques, technologiques, recherche, pour contribuer à éclairer les décisions du gouvernement. Il a remis un rapport au président de la République, Emmanuel Macron, en mars de cette année, avec des recommandations. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir parmi nos intervenants un des rapporteurs de cette commission, l'inspecteur général Erwan Peitel. Le sujet de l'intelligence artificielle est également au cœur très spécifiquement des enjeux de l'éducation, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On a un certain nombre de coopérations en cours entre nos 2 pays, la France et la Lettonie, par exemple dans le cadre de la réforme de l'enseignement des langues, notamment le soutien à la formation des futurs enseignants de français. C'est aussi une occasion importante d'échanger sur ces sujets et l'intelligence artificielle a de fait été identifiée comme une des spécialités qui seront enseignées dans le cadre de la formation de ces enseignants de français. C'est aussi pour pouvoir discuter de ces sujets que nous sommes heureux d'accueillir un représentant français de la direction du numérique pour l'éducation du ministère français de l'Éducation nationale, Philippe Ajuelos, qui est ici aussi et qui interviendra tout à l'heure. Cette stratégie française du numérique pour l'éducation pour la période 2023-2027, elle a identifié 4 grands défis que je partage avec vous. Renforcer la coopération entre les acteurs nationaux et locaux de l'éducation pour développer des projets pédagogiques numériques qui soient pertinents. Deuxièmement, développer les compétences numériques des élèves, enseigner la citoyenneté numérique, cultiver l'esprit critique, renforcer l'éducation aux médias, qui est un des autres sujets de notre coopération bilatérale par exemple, transmettre un socle de compétences numériques et promouvoir les filières qui mènent au métier du numérique. Troisièmement, soutenir les enseignants en leur offrant des outils, des ressources numériques adaptées avec plus de formation et d'accompagnement pour intégrer efficacement le numérique dans leurs pratiques pédagogiques. Et quatrièmement, améliorer les outils informatiques du ministère pour garantir leur robustesse, sécurité, accessibilité et éco-responsabilité afin de faciliter le travail des agents et la qualité du service rendu. Je comprends qu'il y a eu des discussions déjà hier pour traiter de ces différents sujets et voir comment on pouvait continuer à échanger là-dessus. L'ambassade de France en Lettonie et l'Institut français ont la volonté de continuer à renforcer cette coopération bilatérale sur ces sujets, mais aussi plus largement en recherche, en innovation, sur le sujet de l'intelligence artificielle et donc notamment dans le domaine de l'éducation. Dernier mot, puisque la conférence d'aujourd'hui reflète aussi la volonté qu'a la France de participer de manière constructive aux débats européens et internationaux sur l'IA et de faciliter la formation d'une réponse collective à ces nouveaux défis.
C'est dans cette idée que la France accueillera, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, un sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle les 10 et 11 février prochains. Le président Rinkiewicz a été invité et cette conférence que nous tenons aujourd'hui est d'ailleurs labellisée comme une contribution à la préparation du sommet où ces sujets d'éducation seront évoqués. Ce sommet fera suite à 2 autres sommets qui ont eu lieu déjà, le sommet de Bletchley Park et celui de Séoul, mais il propose quelque chose de nouveau. D'abord, il est moins centré sur les seules questions de sûreté et de sécurité. Ensuite, il est davantage proactif par rapport aux discussions précédentes. Comme le dit son nom, c'est un appel à l'action pour apporter des solutions aux enjeux dans le domaine de l'éducation, mais aussi du travail, de la culture, du changement climatique, en tirant profit des opportunités qui sont offertes par l'IA, tout en se préparant aux risques que peut poser cette technologie. Nous ne sommes donc ni optimistes ni pessimistes, nous sommes pragmatiques. Nous pensons qu'il faut agir pour nous donner les moyens que l'IA contribue à nos objectifs et au bien commun. Et c'est pour ça que je suis impatient d'écouter dans un instant Gabrielle Alperne, 3e intervenante français, qui donnera un peu de hauteur à notre discussion et ensuite le dialogue entre les experts de la table ronde. On a besoin de ces réflexions, de ces échanges, de cette coopération et je vous remercie. Paldies vēstniekam. Un tagad... Monsieur l'ambassadeur, maintenant la parole au secrétaire parlementaire du ministère de l'Éducation et des Sciences. Et maintenant, je veux vous informer que le ministère s'intéresse beaucoup à ce domaine, au domaine de l'intelligence artificielle, mais surtout, je suis très content de dire que la recherche semble être impliquée dans cette intelligence artificielle. Et maintenant, je donne la parole à M. Mārcis Auziņš, ancien recteur de l'université. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le recteur, mesdames, messieurs, chers collègues, je suis très content de m'adresser la parole à vous aujourd'hui. Aussi, au nom de notre ministre de l'Éducation, comme cela a déjà été dit, c'est un thème, un sujet très important pour le ministère de l'Éducation. On en discute beaucoup. Et pour moi, il est très honorable et je suis très content que cette discussion ait lieu ici, à la salle de l'université. En ce qui concerne les discussions sur l'intelligence artificielle, qui n'est pas une technologie toute neuve, mais actuellement, pendant ces derniers temps, en ce développement, ce domaine a attiré beaucoup d'attention de la part de différents domaines, y compris de la part du secteur de l'éducation. Et aussi, cela concerne la sécurité nationale. Et dans tous ces secteurs, dans tous ces domaines, nos avis, nos opinions, le spectre des avis, des questions et des opinions est très large. Et souvent, nous avons cette opinion que peut-être l'intelligence artificielle va résoudre toutes nos questions et nos problèmes. Mais en ce qui concerne l'éducation, l'intelligence artificielle se développe d'une manière plutôt lente en Lettonie. Mais par rapport à l'éducation aux États-Unis, à peu près 2% de technologies, de budget sont consacrés à l'intelligence artificielle et à l'éducation. Donc, en grosso modo, le domaine de
l'éducation quand même est assez inerte par rapport au développement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous avons en ce encore une marge, nous avons encore à nous développer, à évoluer, et actuellement nous comprenons que nous sommes dépendants quand même de l'utilisation de ces technologies, et j'espère que l'intelligence intellectuelle et l'entrée de cette intelligence dans le domaine de l'éducation a un grand potentiel. Et nous voyons déjà que des grandes sociétés qui produisent déjà l'intelligence artificielle, McGraw-Hill par exemple, elles sont assez prudentes en ce qui concerne le partage de ces données. Et sous le prétexte que ces données ne pourraient être utilisées de manière très active dans le domaine de l'éducation, mais certains modèles peuvent être utilisés, par exemple comme les courbes ou les approches par lesquelles des jeunes gens peuvent quand même l'utiliser. Dans le domaine de l'éducation, le potentiel est grand quand même pour utiliser différents types de solutions. De même, nous savons que les spécialistes en éducation ont eu toujours une discussion en ce qui concerne la formation individuelle et en classe ou en groupe. Mais en ce qui concerne de l'usage massif de l'intelligence artificielle, c'est une question discutable. À l'heure actuelle, les grands modèles de la langue, l'enseignement individuel, l'apprentissage individuel, c'est une réalité. Je veux vous rappeler juste qu'une étude prouve que l'apprentissage individuel est beaucoup plus rapide par rapport à l'apprentissage en groupe. Cet intervalle est quand même assez considérable. Et nous pouvons quand même y arriver à une performance, aux améliorations. Donc, nous avons beaucoup de questions que nous pouvons évoquer pendant cette discussion, s'adresser à nos collègues français concernant l'intelligence intellectuelle et l'éducation. Les approches sont différentes et ça fait un défi. Donc, nous avons des points de vue différents et c'est important de les partager, d'en discuter à travers, via des discussions pour arriver à une solution au sein des écoles et des établissements de l'éducation supérieure. C'est pourquoi je vous souhaite et je nous souhaite une discussion très intéressante et enrichie. Et il y aura aussi une grande pause café, pas seulement pour prendre du café, bien sûr, mais pendant des pauses café, souvent on aborde des questions majeures et très importantes pendant la conversation, pendant la pause, et peut-être d'évoquer des idées un peu folles. C'est pourquoi je suis persuadée que ce genre des idées ou l'échange des idées vont avoir lieu pendant la pause pour utiliser au mieux l'intelligence artificielle. Merci.
Merci. Donc, merci à Madame la philosophe. Et je pense qu'actuellement, nous avons tous pensé à la question qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on en aura besoin? Et peut-être c'est cela qui est en quelque sorte un violon. Maintenant, je vais ouvrir la discussion et j'invite à prendre la parole à M. Ervan Petel. Il est l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Il a une large expérience en travaillant au sein des ministères. Et jusqu'à 2024, il était le référent en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et puis, j'invite pour notre discussion M. Philippe Joelos, qui représente la direction de l'éducation numérique du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, actuellement, il aide à résoudre des questions concernant les améliorations dans le domaine de l'éducation numérique. Il est aussi compétent en ce qui concerne des questions éthiques. Puis j'invite M. Pavels. J'invite Edgars, qui est l'enseignant, le professeur de l'histoire. Il coopère aussi avec le ministère de l'Éducation. De même, il travaille à l'université de Lettonie. Edgar, s'il te plaît, prends ta place à côté de tes collègues. Puis j'invite M. Roberts Dardis, chercheur au laboratoire de l'intelligence artificielle de l'Institut de mathématiques et de l'informatique de l'Université de Lettonie. Il a participé aux différents programmes de recherche au niveau international. Son domaine principal, c'est les différentes langues, les technologies des différentes langues, en se focalisant sur la langue lettonne. Mais malheureusement, il faut que, je suis désolée que Madame Jangela Jaforava ne peut pas nous joindre, mais quand même, nous allons poursuivre notre discussion. Nous allons l'entamer d'abord. Et Monsieur Ervan Petel, s'il vous plaît, à vous la parole. Bon, d'accord. Les présentateurs vont présenter leurs idées. Il y a des différents formats. Peut-être il y aura des intervenants qui vont présenter leur PowerPoint. Les autres vont rester sur place. Et après, nous allons avoir des discussions. Puis, nous allons poser des questions à Gabriela en ce qui concerne son intervention. Donc, réfléchissons à nos questions. Et sinon, laissons des questions pour la pause café. Voilà, Ervan, à vous la parole. C'est une bonne prononciation. Et merci infiniment
à l'université de nous accueillir. Merci Monsieur l'ambassadeur d'avoir organisé et contribué à l'organisation de ce séminaire qui est effectivement très important, qui montre que la France fait partie de ces pays qui ont engagé cette réflexion au plus haut niveau de l'État, puisque la commission sur l'intelligence artificielle avait été désignée par la Première ministre il y a plus d'un an de cela, et donc qui a conduit à une trentaine de personnes, une quinzaine d'experts internationaux et à une quinzaine de hauts fonctionnaires de réaliser des centaines d'auditions, d'analyses de ce qui se fait en France en matière de recherche, en matière d'économie, en matière d'innovation, de telle manière de pouvoir aiguiller les politiques publiques, que ce soit en matière d'éducation et bien au-delà, dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce que nous sommes convaincus qu'il s'agit là, certes, d'un débat qui dépasse le simple cadre de l'éducation et de la technologie, comme l'évoquait Gabriel tout à l'heure, mais aussi une priorité qui dépasse le cadre de la France, et donc la nécessité de présenter ici, dans d'autres pays européens, le cadre du développement de l'intelligence artificielle pour partager avec vous ces observations, ces analyses et pouvoir engranger des coopérations à l'avenir. J'en viens donc à la Commission. La Commission donc avait plusieurs thématiques. L'une d'entre elles portait sur le service public. J'étais rapporteur de cette thématique et cette thématique avait été subdivisée sur 3 axes. Celui du service public dans le cadre du service aux usagers, les services aux citoyens qui peuvent être impactés, qui peuvent évoluer du fait de la technologie de l'intelligence artificielle, à savoir non seulement l'outil directement auprès du citoyen, mais aussi en matière d'entrepôts de données qui permettent d'aiguiller les politiques publiques grâce à l'intelligence artificielle. Le deuxième sujet portait sur la santé, puisque l'on sait que l'intelligence artificielle aussi peut avoir un impact significatif sur les politiques publiques en matière de santé, mais aussi peut être un outil à disposition, notamment de la détection de certaines pathologies du fait de l'analyse des données biologiques sur un patient. Et puis le troisième sujet qui nous amène ici aujourd'hui était de savoir en quoi l'intelligence artificielle pouvait avoir un impact sur l'éducation au sens large, c'est-à-dire de l'enseignement maternel jusqu'à l'enseignement supérieur et la formation tout au long de la vie, puisque du coup on ne casse pas, c'est un continuum plutôt qu'une case supplémentaire. Donc sur le sujet de l'éducation, là aussi il y a des cases malheureusement, mais c'est ainsi fait lorsqu'on a besoin d'analyser un élément, on va essayer d'en définir les différents sous-thèmes. Et par rapport à ce que j'ai entendu en introduction par Monsieur le recteur, par Monsieur l'ambassadeur, par Monsieur le conseiller, c'est qu'il y a évidemment un sujet de l'IA comme outil auprès des élèves, dans les méthodes d'apprentissage. Mais il y a aussi et surtout, et je rejoins ici ce qui était évoqué par Gabriel il y a si peu de temps, dans son introduction, je pense que c'est beaucoup plus un sujet que de parler de l'éducation à l'IA. Parce que certes c'est un sujet, c'est un outil technologique, on a déjà eu le numérique, on a déjà connu des évolutions des pratiques pédagogiques, des dites innovations pédagogiques avec les technologies. En revanche, l'IA et en particulier l'IA générative, comme nous l'avons évoqué auparavant, est une technologie qui produit de la matière, éventuellement même de la valeur, en ce qu'elle va, d'une certaine manière, interpréter des notions, livrer une forme d'interprétation. Et donc elle peut nous aider à penser.
Le seul problème de cet objet qui nous aide à penser, c'est la manière dont elle va nous conduire à faire évoluer notre propre pensée. Et il ne faut certainement pas oublier qu'aujourd'hui, la très grande majorité des IA génératives portent sur des données qui sont à 99% issues du monde anglo-saxon, qui est une culture que nous respectons, mais nous avons tous des spécificités dans notre culture, dans nos savoirs. Et donc, cette IA générative que nous utilisons, que nous pourrions utiliser dans nos classes avec nos étudiants ou que nos étudiants utilisent à la maison pour produire de la matière que nous évaluons ensuite, ou pas, eh bien, cette matière a été produite sur la base d'autres cultures, pas forcément adaptées à notre système, pas forcément adaptées à nos exigences. Et donc il est un enjeu très très fort, de savoir ce que nous voulons faire de cette IA générative, la pire des réponses étant probablement une forme de prohibition, puisque nous savons par expérience que la prohibition ne fonctionne pas, et que cet outil technologique, avec toutes les limites qu'il peut avoir, a quand même un avantage par rapport à beaucoup d'autres, c'est qu'il est simple à utiliser et magique dans les restitutions qu'il nous apporte. C'est formidable, c'est un formidable outil. Ça veut donc dire qu'il nous faut réfléchir collectivement à comment l'utiliser, à pourquoi l'utiliser et dans quel objectif. Ce qui veut dire que, et je reprends ce que disait Gabriel initialement, que moins que éduquer avec l'IA, moins que s'intéresser à la technologie et à la manière dont nous pouvons enseigner cette technologie et avec cette technologie, je pense qu'il y a un vrai parcours de réflexion collective que nous devons avoir et qui est beaucoup plus compliqué, qui est de savoir comment nous allons pouvoir repenser la formation des enseignants à former, à éduquer à l'usage, à l'impact, aux limites de cette technologie. Et en particulier, et je finirai avec cela, il est un enjeu essentiel que nous formions nos enseignants à pouvoir éduquer à l'esprit critique. J'en finis là avec mon introduction, je vous remercie. Pendant qu'on installe le PowerPoint, je souhaite remercier évidemment son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Recteur, Monsieur le Conseiller de la Ministre de l'Éducation, Monsieur le Directeur de l'Institut français, et vous, chers amis qui m'écoutez. La version anglaise plutôt, si ça te convient ? Toujours pendant qu'on installe mon PowerPoint, je voulais peut-être répondre à Gabriel Alperne en citant une blogueuse, donc une influenceuse du monde donc des réseaux sociaux, qui avait dit je demande à l'IA non pas de me faire gagner du temps à réfléchir plus vite, à créer de la musique ou à créer des peintures ou des images ou des photos pour me permettre de faire de la cuisine et le ménage. Je demande à l'IA de faire le ménage et la cuisine pour me permettre d'avoir du temps pour réfléchir, pour dessiner et pour faire de la musique. Et quelque part, c'est la question qu'on s'est posée au ministère de l'Éducation nationale sur l'utilisation des nouvelles technologies et en particulier de l'IA. Alors c'est vrai que l'IA générative a bouleversé un peu le champ exploratoire de ce qu'on faisait en matière d'IA à l'éducation et pas qu'en France, partout dans le monde. Mais rappelez d'abord que si l'IA générative a permis de faire connaître de façon démocratique par l'utilisation de ChatGPT
l'IA. Les notions basées sur l'IA sont des notions qui sont anciennes, qui viennent des années 40, 50, et qui ont installé le principe selon lequel une machine devait imiter l'humain. C'est ça une IA. Donc c'est pas de l'intelligence, c'est un imitateur. Et dans le monde de la théorisation de l'IA, eh bien, on a commencé par les mathématiques et notamment la probabilité. Et quand vous voyez un ChatGPT ou un Gemini vous répondre, ce n'est pas la réponse. La bonne réponse, c'est la réponse la plus probable. Donc les mathématiques, ensuite évidemment tout ce qui concernait le numérique et les sciences cognitives, la biologie. On a évoqué tout ce qui concernait l'imagerie médicale qui permet d'être à 90% sûr de la détection d'une maladie, alors qu'un médecin serait capable de le faire à 30%. De la même façon, les différentes études ont montré que, eh bien, il y a de l'empathie que les médecins n'ont pas ou que les professeurs n'ont pas non plus. Et ça pose la question de l'humanité au regard de ce que peut apporter les nouvelles technologies. Et puis il y a le L avec un point d'interrogation. Le L, c'est le langage. On pensait que le langage était réservé qu'à l'humain. Et en fait, le langage, eh bien, par imitation, il est aussi réservé à la machine. Et ça pose question. Alors, pour une application éthique et responsable de l'utilisation de l'IA en éducation, le ministère avait, dès 2016, et je vais essayer de vous résumer en 8 minutes, pratiquement 10 ans d'activité de réflexion et de mise en œuvre de l'IA en éducation en France. Et qui va aussi nous poser des questions sur la suite à donner, notamment avec l'apparition de l'IA générative. C'est d'abord rappeler que, comme je vous l'ai dit, l'IA, c'était évidemment basé sur des mathématiques, des algorithmes. Alors, s'il y a des ingénieurs en informatique, ne m'en voulez pas, c'est un parti pris que je prends, je considère que c'est plutôt mathématique que de la science numérique qui a fondé l'IA. Et dans ce cadre-là, eh bien, l'algorithme, c'est une réponse parmi plusieurs choix. On considère que c'est la meilleure parce que parfois c'est la seule, mais c'est ni la seule ni la meilleure. Et donc, c'est potentiellement un biais qu'on va choisir. Et le travail que nous faisons au ministère de l'Éducation nationale, à la Direction numérique pour l'éducation, avec des laboratoires de recherche, c'est de s'assurer qu'on va essayer d'éliminer l'ensemble des biais, l'ensemble des choix qu'on a fait, notamment dans une approche éthique pour accompagner les élèves dans un meilleur apprentissage. C'est rappeler que le seul capable de poser un diagnostic pédagogique, c'est le professeur. Le professeur qui va analyser le comportement de l'élève, qui va l'accompagner, qui va rendre humain justement l'apprentissage et qui va donner un sens à cet apprentissage. Troisième approche éthique, c'est pas de savoir ce que peut faire l'IA, mais de demander à l'IA ce qu'on cherche. Et on va avoir des exemples, notamment sur la personnalisation des parcours. Je sais que monsieur le conseiller de la ministre évoquait l'approche individuelle des parcours. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais nous, on n'est pas dans une démarche d'individualisation des parcours, mais bien de personnalisation des parcours pour permettre à un élève de s'épanouir dans ce parcours-là et rejoindre l'ensemble de son groupe. C'est vraiment de se dire qu'on va devoir accompagner dans la personnalisation et aussi travailler sur ce que promet l'IA, c'est-à-dire prendre en compte les besoins particuliers de chaque élève. Et il n'y a que l'outil qui permet de le faire. Un professeur qui a 30 élèves ne peut pas porter la même intention. Il doit être accompagné, il doit être aidé pour cela. Et puis, il y a une démarche de transparence sur ce qu'on fait. Et donc, je vais
le développer juste après avec, évidemment, focus sur l'IA générative, et je reviendrai à la fin de mon intervention, parce que l'IA générative, ça a bouleversé un peu tout ce qu'on imaginait. L'IA générative, ça, qui mêle texte, images, son, vidéo, et qui en fait permet de créer quelque chose à partir de l'ensemble de ça, c'est quelque chose qui est pratiquement magique. Et l'éducation et le rôle du professeur et du rôle du ministère de l'Éducation nationale, c'est pas d'expliquer que c'est magique. Il n'y a rien de magique. Ce que je vous ai dit, c'est que de l'imitation. Et donc, nous, on n'est là pas pour faire en sorte de dire que c'est interdit ou que c'est mauvais. On doit définir et accompagner l'ensemble des professeurs, définir des règles et accompagner l'ensemble des professeurs dans la prise en charge des nouvelles technologies, notamment de l'IA, pour souligner ce qui est un danger, mais ce qui est aussi une opportunité. Et donc, on veut casser les imaginaires, on veut en construire d'autres. On veut rappeler que l'IA est un formidable outil, notamment dans la préparation des cours, notamment dans l'accompagnement des élèves, notamment en difficulté, ou au contraire, accompagner ceux qui vont s'ennuyer dans le cours, en tout cas prendre en compte leurs besoins de telle façon à ce que on puisse avoir une démarche où on va casser les préjugés et on va parler correctement de l'IA comme un outil et d'éducation, mais aussi de compréhension des nouvelles technologies. Et donc on a décidé, tous les QR codes qui sont présents vous permettent d'accéder à des ressources numériques qui sont mises à disposition par le ministère de l'Éducation nationale, ou d'expliquer notre démarche. C'est d'abord d'expliquer, d'acculturer, de vulgariser ce que c'est les nouvelles technologies, notamment l'IA en éducation. Accompagner ces profs qui ont besoin d'être rassurés sur les technologies, d'avoir confiance en la technologie et d'expliquer qu'ils ne seront jamais remplacés par cette technologie. Travailler avec les labos de recherche, les laboratoires de recherche de telle façon à décrypter non seulement les cas d'usage, mais les cas d'usage pertinents pour l'apprentissage. Proposer des cours AI40, proposer un cours à distance, de telle façon à ce qu'on puisse permettre à ces professeurs, c'est un programme Erasmus+, avec 5 autres pays européens, donc préparer ces professeurs non seulement à la compréhension de l'outil, mais aussi leur permettre de disposer d'outils pour enseigner l'IA en classe. Et enfin, et je vais revenir tout de suite dessus, c'est proposer des outils eux-mêmes pour travailler sur les promesses que l'IA peut apporter, évidemment aussi travailler sur des moyens de faire vivre l'ensemble de ce qu'on peut faire pour l'avenir. C'est travailler sur la zone proximale de développement, c'est-à-dire la courbe la plus harmonieuse, il me reste 2 minutes, ne vous inquiétez pas, la zone la plus harmonieuse normalement définie par les sciences cognitives et les sciences de l'éducation pour permettre à un élève d'être en autonomie et en même temps en responsabilité dans la prise en charge d'une connaissance et sa mise en œuvre, c'est travailler sur des groupes dynamiques et travailler sur la courbe de la mémoire de telle façon à ce que l'élève puisse être à nouveau réinterroger sur ses compétences, être sûr que ses compétences, parce que c'est comme ça que le cerveau marche, si l'élève est sollicité sur cette compétence, à partir d'un moment, il ne l'oublie pas et il peut la mettre en œuvre. Et ça permet à des professeurs de disposer d'outils très simples d'utilisation. En fait, eux sont au courant de ce que propose l'IA. L'IA va proposer des recommandations de parcours pédagogiques de telle façon à ce que l'élève ne soit jamais en dehors du groupe et soit toujours accompagné. Et donc, ça va être des tableaux de bord pour suivre
les difficultés ou au contraire les réussites de l'élève et permettre au professeur de s'attarder sur un élève particulier par rapport à une compétence. Là, je vous ai montré plusieurs situations que vous pourrez retrouver plus tard. Et puis, on a défini, on a récupéré tous ces éléments-là pour essayer, dans un cas très précis, de gestion du RH, des ressources humaines par contre du ministère, et on l'a fait uniquement sur une académie, c'est 25 000 profs pour nous sur cette académie, de mettre à disposition un outil qui permet aux gestionnaires de répondre, d'être formés, de pouvoir accompagner plus humainement d'ailleurs les professeurs dans leur carrière au sein de l'académie. Et on le fait dans un cadre très précis parce que la question éthique, c'est aussi la question de comment est entraînée l'IA, avec quel corpus documentaire, sous quelle langue, en français, en letton pour vous, et est-ce que cette IA sera pour demain accessible à tout le monde? Et nous, la démarche qu'on a en France, et on n'a pas toutes les réponses, et ça le problème, et c'est important de pouvoir échanger avec vous, c'est de travailler sur des modèles de langage qui soient libres, accessibles et transparents. Je vous remercie. À tout le monde, de ma part, je vais parler peut-être du point de vue d'un prof des écoles et de ma part, je vais aborder plusieurs sujets sur lesquels on pourra peut-être discuter ultérieurement. En ce qui concerne l'IA, peut-être nous nous inquiétons un peu trop. Qu'est-ce qu'on pourra en faire? Mais en tant que l'historien, je peux dire, les gens, dès qu'ils voient quelque chose de nouveau, ils commencent à s'inquiéter et à avoir peur. Mais de manière factuelle, comment est-ce que je vois l'IA? C'est les différentes possibilités qui s'ouvrent, mais à condition, il y a plusieurs conditions. Par exemple, si mes connaissances, mes capacités en mathématiques sont 0, il est difficile de les multiplier. Il est difficile de multiplier avec un 0. Et il faut comprendre que l'IA ne pourra toujours remplacer les connaissances en mathématiques. Il faut les apprendre tout simplement. Nous pouvons considérer ici l'IA en tant qu'un outil qui peut être utilisé dans ce processus de l'apprentissage. Et c'est la même chose en ce qui concerne les capacités numériques. Comment est-ce que peut les utiliser? Du point de vue de professeurs, si nous l'utilisons au sein des écoles, cela ne veut pas dire l'utilisation de l'IA automatiquement ne va pas nous apporter des fruits. Une autre chose concernant l'IA, et nous, bien sûr, nous allons y arriver. Nous allons y arriver à ce que nous allons aborder les questions, à savoir comment nous pouvons intégrer de manière plus amplifiée l'IA de manière systématique. Et selon moi,
on pourra y procéder à travers ou par le biais des écoles ou des institutions qui sont prêtes déjà à accueillir ces technologies. Les approches, les visions peuvent être différentes. On peut même subir des échecs. C'est pourquoi il faut implanter ou ce lien par le biais de différentes organisations et de manière organisée. Et cela dépend également des enseignants, de leurs capacités, de leurs aptitudes. Une autre chose, nous parlons et nous voyons l'expérience des autres États. À partir de 2022, il y a des États qui ont déjà travaillé à la formation des enseignants en ce qui concerne le domaine de l'IA. Donc, la formation adaptive, comment et de quelle manière adapter l'IA aux connaissances des élèves et à travers la différenciation des exercices, les enseignants peuvent déjà utiliser ces technologies pour multiplier ces capacités de manière multiple. Ainsi, il est possible donc d'épargner et d'économiser le temps de l'enseignant. Et je pense qu'il est possible que la question concernant ce lien automatique entre l'élève et l'enseignant en matière de l'IA, est-ce que cela a entré au facteur humain dont évoqué déjà par Madame la philosophe? Comment nous allons le faire? Ce n'est pas l'automatisme qui est important. Le lien peut être automatique, bien sûr, mais ce qui est important, c'est le moyen par lequel on peut procéder. Et le professeur peut le voir très bien, ce lien réciproque. Mais de toute façon, il y aura toujours des élèves qui vont poser des questions supplémentaires. Et même dans la situation, si nous avons un élève qui a ce lien réciproque et nous acceptons, supposons que l'IA peut répondre aux questions posées par l'élève, la question se lève, est-ce que l'élève peut réfléchir et est apte à réfléchir aux questions qu'il ne peut pas poser à l'IA? Donc le facteur humain est très important. Et la quatrième chose dont nous avons parlé sont des questions éthiques. Qui est l'auteur? C'est très important. Mes élèves aussi utilisent l'intelligence artificielle pendant les classes et en dehors des classes. Et ainsi, nous arrivons au point numéro 5, quand en travaillant avec des professeurs, on me demande souvent quand on demande d'écrire quelque chose à l'élève, il y a des programmes, des logiciels qui nous assistent
aide à reconnaître l'intelligence artificielle, que ce n'est pas écrit par l'élève, mais par l'AI. Mais dès que l'élève a modifié quelque chose dans le texte, on ne peut plus le faire. Donc c'est une question philosophique. Où est la valeur de cet essai? Est-ce le produit final ou bien c'est le processus? Je crois que ce qui est important, c'est le processus d'écrire et pas le fait que je présente un essai au professeur. Et c'est justement le moment où le professeur peut aider à l'élève. Il faut leur demander d'écrire dans la classe, car dès que vous demandez de leur écrire quelque chose en dehors de la classe, vous allez recevoir de bons essais, mais ce n'est pas ça que nous cherchons. C'est pas ce qui a été écrit qui nous importe, c'est que l'élève apprend à écrire. Mais cet instrument, cet outil peut changer le métier des professeurs. Il va le changer. Il y aura toujours des possibilités ou bien des aspects dans l'emploi du professeur ou l'intelligence artificielle, au moins maintenant, tel que je le connais, il serait impuissant. Par exemple, des questions d'humanité, de l'apprentissage sur l'apprentissage. Merci. Bonjour, je m'appelle Robert Zardis, je représente l'Institut des mathématiques et d'informatique de l'Université de Lettonie, laboratoire d'intelligence artificielle. Je vais vous raconter aujourd'hui ce que nous faisons avec les grands modèles linguistiques. Que sont-ils pour la majorité de la société? C'est un outil comme un chatbot qui aide à converser ou à bien créer le contenu le plus célèbre, le chat GPT. Moi aussi, j'ai utilisé l'intelligence artificielle. Par exemple, cette image que vous voyez est générée par l'intelligence artificielle. Une de nos premières recherches était pour la traduction anglais-letton. Nous avons utilisé l'ensemble des données Belle et se compose de 900 questions concernant un passage de texte et les réponses à choix multiples. L'ensemble des données est créé en anglais et traduit manuellement en 121 langues. Alors, nous voyons que la précision était en letton anglais ou anglais-letton. Et vous voyez qu'il y a une différence entre la traduction manuelle et la traduction de l'intelligence artificielle. Et nous voyons aussi que la traduction vers l'anglais était de pire qualité que la traduction vers le letton. Puis, je veux vous parler des examens du secondaire. Nous avons servi des examens centralisés
de l'année passée et nous avons pris que des questions où il y avait des questions à choix multiples pour chimie, physique, biologie et géographie. Le test comprenait 72 questions. Et vous voyez les résultats. Pour la géographie, l'intelligence artificielle répondait presque à 100% correct. Et l'intelligence artificielle avait plus du mal avec des réactions chimiques. Et si les premières deux tests étaient orientés vers la compréhension des textes, nous avons voulu de générer les textes aussi et donc nous nous sommes servis d'examen du secondaire en littérature. Il fallait lire un texte, l'analyser et puis générer un texte. Et les textes après étaient évalués par 2 experts. Et vous voyez le nombre de points obtenus par chaque modèle de l'intelligence artificielle. Les textes ont été écrits en bon letton, mais ils étaient évalués individuellement. Et nous devons apprendre comment utiliser l'intelligence artificielle. Et si nous pouvons l'enseigner à l'intelligence artificielle, il faut apprendre la même chose aux élèves. Nous avons évalué ces examens et nous avons arrivé à la conclusion qu'il fallait donner des instructions plus précises à l'intelligence artificielle. Et voilà la dernière image où vous voyez le chercheur et le réseau neural se battent entre eux dans le rap. Cette image aussi est générée par l'intelligence artificielle. Et en guise de conclusion, j'aimerais dire qu'il faut surtout sur le développement de la création et l'intelligence artificielle est un outil très nécessaire pour que les élèves puissent apprendre. Merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Mais vous m'entendez parce que je parle en haute voix ou bien parce que j'ai le micro? Et maintenant, c'est mieux. Voilà, ce micro marche. Chers collègues, tout était très intéressant, mais nous avons un peu dépassé notre temps. La pause café n'est plus loin, mais nous avons maintenant l'opportunité de poser des questions. Rappelez-vous que nous aurons aussi la conclusion. Et maintenant, vous pouvez poser des questions. Moi, de ma part, j'aimerais vous dire que moi, j'étais très patiente et ne disais rien. Mais en plus d'être modérateur ici, moi aussi, je suis une personne qui travaille dans le système d'éducation. Nous préparons des professeurs et ces sujets me semblent très intéressants. C'est pourquoi je me permets de vous dire mes conclusions avant de permettre de poser les questions.
À la fin, nous arrivons à la conclusion que le mot clé dans l'éducation est le professeur. Le professeur doit comprendre qu'est-ce qu'il peut faire avec l'intelligence artificielle. Il faut lui expliquer comment l'utiliser, comment nous-mêmes apprenons d'utiliser l'intelligence artificielle, comment nous apprenons à enseigner les élèves et ne pas perdre leur propre intelligence derrière l'intelligence artificielle. Et nous devons marcher dans ces sens tous ensemble et nous devons discuter de cela. Et j'aime beaucoup aimer l'exemple avec la blogueuse qui voulait que l'intelligence artificielle fasse la cuisine pendant qu'elle crée les contenus. L'intelligence artificielle peut nous assister, peut faire économie de temps, mais nous branchons notre intelligence après pour développer cette idée. Et les étudiants des sciences éducatives, à chaque classe, posent des questions sur l'intelligence artificielle où nous essayons de expérimenter avec des différentes approches. Mais moi aussi, j'ai des questions précises et si vous ne posez pas des questions, moi, je vais le faire. Voilà, Sandra avec le micro. Je vois une main qui s'élève. Bonjour. Je m'appelle Evie. Je ne représente pas l'éducation, mais je trouvais très passionnante cette discussion. Surtout, j'étais passionnée par des idées de la philosophie française moderne. Cela me rappelait le biologiste Edward Wilson qui a dit que nous avons émotion de l'époque des caves, les institutions médiévales et après, il y a la raison donnée par Dieu. Et la philosophe a plusieurs fois mentionné les résidences des seigneurs. Et je voudrais vous poser la question, qu'est-ce qui vous fait plus peur, d'être vieille ou de mourir? Merci beaucoup pour votre question et je suis heureuse que mes propos aient fait écho. Votre question sous forme d'anecdote. Alors déjà, évidemment, pour répondre à votre question, c'est effectivement plutôt la vieillesse ou la triste vieillesse qui fait peur que la mort en tant que telle. Mais peut-être de manière plus sérieuse, pour répondre à votre question, et c'est en lien avec la question de l'intelligence artificielle, dans le biologiste que vous avez cité, ce biologiste cite Dieu. Voilà, donc du coup, je vais peut-être faire un lien justement avec la Bible, qui a un lien avec l'intelligence artificielle. Bon, on connaît tous cet épisode dans la Bible où Adam et Ève ont fauté et donc ils ont été maudits. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les différentes malédictions que Dieu leur a lancées, il y en a deux en particulier, le fait de travailler à la sueur de son front et le fait de mourir. Avant, Adam et Ève étaient immortels. C'est intéressant, la question du travail et la question de la mort. Ces deux malédictions. C'est d'autant plus intéressant que finalement, l'être humain a plus d'un tour dans son sac, et justement, à travers tous ces outils, et en particulier l'intelligence artificielle, il essaye justement de contourner ces malédictions. Et avec l'intelligence artificielle, il espère pouvoir travailler un petit peu moins, peut-être déléguer la cuisine et avoir plus de temps pour faire autre chose. Et à travers le transhumanisme, faire en sorte de tuer la mort et de devenir immortel. Donc c'est intéressant parce que dans le débat d'aujourd'hui, la question n'est pas d'être technophile ou technophobe, mais finalement de comprendre, encore une fois, pourquoi l'être humain a besoin de développer ces outils et qu'est-ce que ça dit de notre humanité.
Et dans l'intelligence artificielle, il y a là comme une sorte de pied de nez de l'être humain face à ces malédictions pour essayer encore une fois de les contourner et d'inventer autre chose. Et ça devrait nous faire réfléchir. Si j'ai bien compris, on pourrait discuter encore sur ce sujet, mais laissez-le pour la pause café, parce que nous devons aussi laisser aux autres de poser des questions. Est-ce que c'est une question pour quelqu'un de concret? Merci beaucoup à tous les intervenants. J'ai une question à Monsieur Ajuelo qui mentionnait cette intelligence artificielle Cassandra. Et si j'ai bien compris, les données ont été assez favorables, mais en tenant compte des circonstances de Lettonie, j'aimerais vous poser une question suivante. Est-ce que vous avez eu des situations où il y a des personnes qui ne veulent pas accepter cette assistance de l'intelligence artificielle, car chez nous, très souvent, par exemple, une personne appelle quelqu'un, par exemple, à l'hôpital, il rejoint le robot, il dit « Ah, autrefois c'est un robot, je veux parler avec une personne ». Quelle est votre expérience sur ce sujet? Labdin. Alors j'aurais dû mieux m'exprimer. En fait, ça concerne 25 000 enseignants, mais l'outil est accessible uniquement aux 40 gestionnaires qui gèrent ces 25 000 enseignants. La partie du robot Cassandre qui est en contact avec les enseignants ne permet que d'avoir une vision sur les textes applicables au mouvement, c'est-à-dire à leur évolution RH. Par contre, toutes les questions qui sont posées via donc l'outil Cassandre, et il n'y a que le gestionnaire qui évalue la réponse, donc qui permet de renforcer l'intelligence artificielle en disant c'est une bonne réponse, une mauvaise réponse, en améliorant la réponse, en préparant la réponse avec une réponse qui soit bienveillante, parce qu'on s'est aperçu que les réponses de nos gestionnaires étaient un peu sèches, c'est un peu trop dur, un peu trop technique. Et donc, par exemple, on ne rappelait pas la situation familiale de la personne, de l'enseignant. Et là, on rappelle, vous avez eu deux enfants, vous indiquez que vous avez 2 enfants, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, ça c'est. Par contre, la question se pose sur la prise en main de l'outil par les gestionnaires eux-mêmes. Au départ, il y a eu 10% qui ont refusé, 10% qui ont accepté tout de suite et qui l'ont utilisé pour justement, notamment, vérifier que dans les textes, il manquait des choses, notamment dans les circulaires d'application. Je ne sais pas si ça traduisible, c'est très très franco-français, mais des textes qui expliquent des textes qui expliquent des textes. Ça, c'est notre façon de gérer la loi en France. Et donc, de vérifier que ces textes-là apportaient une précision, et apparemment il y a des sourires, donc ça doit être la même chose en Lettonie, en tout cas que ces textes-là apportaient bien une précision et pas une confusion. Et donc tout ça, ça a permis en fait d'embarquer les 40, et maintenant actuellement les 40 gestionnaires qui gèrent l'ensemble des enseignants du second degré utilisent quotidiennement l'outil pour se former, pour regarder des points, pour répondre, et ainsi de suite. Et ça, c'est plutôt une très bonne démarche. Et ce qui est fantastique, c'est que ça a permis, pour les cas les plus compliqués, qui n'étaient jamais contactés après, de prendre du temps pour les contacter, pour les appeler, et de remettre de l'humanité entre le gestionnaire et l'enseignant. Bonjour. Moi, j'ai une question philosophique. Moi, je suis professeur
professeur de l'histoire. Je travaille avec les élèves qui ont 11 ou 12 ans et pendant mes classes, je raconte que je n'ai pas de problème avec l'intelligence artificielle, mais je veux vous expliquer comment je l'ai fait, car j'utilise l'intelligence artificielle, car il aide d'optimiser, d'économiser le temps. Je ne peux pas exiger à personne de dire « fais le travail rapidement, correctement et parfaitement ». Et récemment, je parlais aux enfants de la Deuxième Guerre mondiale. Je leur ai donné un devoir à domicile de trouver l'information sur n'importe quelle synagogue dans le monde. Et il y avait un élève qui est arrivé avec une très belle présentation et m'a dit qu'en Riga, nous avons 4 synagogues qui ont survécu la Deuxième Guerre mondiale et une de ces synagogues est petite et verte pour les enfants. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Et alors, je lui ai dit, écoute, peut-être il faut que tu lises la présentation avant de venir à la classe. Mais voilà à ce que j'arrive. Les enfants ne me croient pas. Ils ne croient pas que je dis la vérité. Bien sûr, je peux leur donner Google Maps, de regarder dans la carte, de trouver cette synagogue verte pour les enfants. Mais ils croient plutôt l'intelligence artificielle qu'à moi. Auparavant, j'aurais pu dire, écoutez les magasins, les journaux, mais les journaux sont écrits par utilisez le livre, mais le livre aussi sont écrits par l'intelligence artificielle. Ma question est comment préparer les enfants où ils ne comprennent pas que c'est l'intelligence artificielle, ils ne voient pas la différence. Peut-être il n'a pas de sens de vivre dans cette réalité. Peut-être tout simplement nous devons accepter que nous ne pouvons pas dire ce qui est vrai de ce qui est faux. Eh bien, je crois que c'est une question bien difficile. Je vais répondre d'une manière brève, voilà, pour que d'autres puissent répondre également. Plusieurs choses. En fait, dans les exercices à domicile, avant l'existence de l'intelligence artificielle générative, il y avait de fait une forme d'injustice et d'inégalité entre les enfants qui pouvaient être aidés par leurs parents et ceux qui ne pouvaient pas être aidés par leurs parents ou autres. Donc de fait, depuis toujours, le travail à domicile pose question dans la question de l'éducation. Cela étant dit, pour répondre précisément à... donc c'est pour ça que finalement ChatGPT ne vient peut-être que, encore une fois, jeter une lumière crue peut-être sur est-ce que c'est vraiment utile de demander des exercices à domicile? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que l'on peut proposer aux enfants de faire à domicile? Et c'est là où justement, pour répondre plus précisément à la question, c'est que par rapport à toutes les choses très théoriques que l'on peut apprendre, et c'est vraiment le sens de mon propos inaugural, la meilleure manière de savoir quelque chose, c'est d'aller sur place. Voilà, c'est d'aller dans le réel. Là, en l'occurrence, aller peut-être au musée juif de Riga, peut-être ou aller voir effectivement le musée de la Shoah ou voir une synagogue, voilà. Ou quand on parle des grandes batailles, en France par exemple, pour la Première ou la Seconde Guerre mondiale, eh bien aller sur un champ de bataille. En fait, il n'y a aucun livre, aucun professeur, aucune théorie qui pourra apporter à l'enfant une connaissance aussi juste que sa confrontation avec la réalité, un champ de bataille, un cimetière, une synagogue brûlée. Voilà. Donc encore une fois,
le véritable enjeu pour moi, c'est de réconcilier le savoir avec le réel et de cesser de déconnecter sans cesse la théorie avec la pratique. C'est comme ça seulement qu'on pourra apprendre des erreurs du passé et faire en sorte que l'histoire ne soit pas juste des beaux livres d'histoire, mais vraiment, finalement, quelque chose de tangible. Pour compléter, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, c'est que le défi qui nous fait face, c'est de mettre en place des éducations. Alors il y en a un qu'on a mis en place en France, qui est l'éducation aux médias et à l'information, parce qu'on sait que la désinformation est un sujet problématique, notamment avec le numérique et l'intelligence artificielle. Et revenons à ce que nous sommes. Nous sommes des expérimentateurs. Nous avons pleinement, notre cerveau nous a permis, par les réseaux de neurones que nous avons, mais des réseaux de neurones biologiques, non pas artificiels, a cette capacité à observer, interpréter n'importe quel fait. Et donc, comme le disait Gabriel à l'instant, le mieux c'est d'observer. Alors pour cela, il s'agit de faire des choses relativement simples. J'étais la semaine dernière dans une classe de maternelle et on demandait aux enfants d'élaborer des prompts en classe de maternelle, c'est la professeure qui écrivait le prompt sur la base d'un enfant qui était en train de planter une graine. Et ensuite, la graine germait et il y avait une plante qui poussait. Et donc, on faisait une petite histoire, un petit conte avec un petit garçon qui faisait ces différentes étapes. Et je remarque, par l'élaboration de ce logiciel qui s'appelle Canva, eh bien que l'enfant a 6 doigts. Et personne ne s'en est rendu compte. Et je pense que là, on en arrive à cette synagogue verte. C'est-à-dire qu'ici, il faut mettre l'enfant face au fait de l'observation que l'IA peut générer de la désinformation, factuelle et observable. Dès lors que quelque chose de simple peut être remis en cause du fait de l'observation, alors on va pouvoir induire justement ce que je disais aussi dans mes propos liminaires, cet esprit critique par rapport à la technologie. C'est absolument essentiel. Et cette éducation à l'esprit critique ne peut porter sur un pré-travail qui a été fait à domicile. Parce que là, on met l'enfant dans un parcours d'apprentissage lorsqu'il le fait à la maison. Lorsqu'il produit la chose et qu'il va la lire, en fait, il va l'assimiler et donc il va le considérer comme une vérité. Tandis que si vous faites cet exercice, ce même exercice que vous avez fait cette fois-ci dans la classe, alors vous pouvez procéder à cette confrontation par rapport à la réalité en induisant un débat entre les enfants et vous-même et par rapport à des éléments factuels. C'est absolument essentiel. Ce n'est pas un travail qui doit être fait à la maison, mais avec vous. Alors je vais compléter, sans reprendre. Ça pose la question évidemment du corpus documentaire, de la source qui alimente cette IA générative, parce que si il faut rappeler qu'une IA générative, elle a été créée, sa raison d'être, c'est donner une réponse. C'est donner une réponse, même si c'est une fausse réponse. C'est ce qu'on appelle une hallucination. L'IA générative va inventer une réponse. Ça aurait pu être même, cette histoire de synagogue verte pour les enfants, ça aurait pu être même poétique. C'était pas tragique puisque ça introduisait des mensonges. Donc ça pose la question, d'abord, de s'assurer de l'exactitude de ce qu'on donne en alimentation à cette IA générative. Ça, c'est la première chose. D'être sûr que des personnes, des professeurs, des universitaires vérifient la source de l'information. La deuxième chose, c'est évidemment que ce soit accessible. Gabriel Alpern indiquait que quelque part c'est une chance. C'est une chance si tout le monde peut accéder à cette IA générative. C'est payant. La partie gratuite, ça donne encore de pires résultats. Donc la version payante est plus sûre, encore que. La deuxième chose, c'est ce que disait Erwan Petel, c'est-à-dire si on ne repense pas le mode d'apprentissage, on va se retrouver avec des exercices élaborés par de l'IA, réalisés par des enfants, des élèves qui vont répondre avec de l'IA, corrigés potentiellement par des profs avec de l'IA, et en fin de compte, on aura perdu le sens. Qu'est-ce qui est le sens de notre métier en tant que professeur? C'est de transmettre, de rendre ces élèves
d'avoir l'esprit critique, de préparer les citoyens. Ça, c'est l'éducation en France, l'éducation nationale, c'est une institution pour produire les futurs citoyens, donc compétents, actifs, avec un esprit critique. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de révolutions en France, parce qu'on développe beaucoup l'esprit critique. Et donc, si on n'a pas cette démarche-là, on va perdre le sens et l'opportunité d'utiliser cette IA. Mais encore une fois, je pense que ce qui a été évoqué comme cas d'usage, c'est maîtriser à quel moment, au sein de la classe, pour s'assurer que l'apprentissage de ces outils se fasse par une personne qui soit compétente. Et ça, c'est important. Voilà. Eh bien, je vous demande de vérifier quelle heure il est sur vos montres. Il y avait encore un intervenant qui voulait s'exprimer. Pardon. Moi, je voulais dire que votre exemple a illustré mon première thèse, que l'intelligence artificielle n'aide pas à augmenter les connaissances. Quand je disais que si nos connaissances sont zéro, il n'est pas possible de l'augmenter. Donc, le point de départ est donner l'idée, la connaissance de cela. Et après, l'élève, quand il a compris cela et qu'elle a reçu un devoir, peut-être quand il verra des réponses de l'intelligence artificielle, il aura des doutes en disant « Oh, je ne crois pas que cette réponse soit vraie. Je devrais le vérifier sur l'Internet ou demander à professeur. Si on suit ce chemin, ça va être bien. » Merci. J'avais tourné dos à vous et je ne vous voyais pas. En guise de conclusion, j'aimerais dire que nous faisons des pas historiques. Par exemple, si on a fait des études de numérisation, alors en 1974, quand on a inventé le processeur, on disait il n'y aura plus besoin de professeurs, c'est terminé. Eh bien, finalement, ce n'était pas ça. Après, avec l'arrivée de l'Internet, on nous disait il n'y aura plus besoin de professeurs, n'allez pas sur l'Internet, c'est dangereux. Eh bien, c'est pas ça. Et je crois qu'avec l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Nous devons comprendre comment nous pouvons passer de synagogue verte au processus pédagogique. Et en fait, vous avez tous parlé de cela. Nous avons eu un puzzle que nous avons créé une image tous ensemble. Mais avant de passer à la pause café, nous avons deux conclusions des directrices et chercheuses de Providus, Iveta Kajoaka. Donc je vois, j'ai une grande responsabilité de vous laisser partir pour la pause café, donc je vais être très brève en ce qui concerne mon résumé. Donc, je voudrais revenir au début de notre discussion. L'ambassadeur a dit que nous avons beaucoup de possibilités, mais n'oublions pas nos responsabilités. Et cela, j'ai compris il y a 2 ans. Et quand j'ai vu comment fonctionne ChatGPT, et j'ai compris en tant qu'enseignante que je ne pourrais jamais donner le devoir à la maison à mes étudiants
car Léa ne peut pas le faire de manière parfaite, mais l'étudiant va avoir une bonne note en la matière. Mais donc c'était la conclusion que quand même il faut, dès que nous parlons de la devoir à la maison, il faut penser à Léa. Actuellement, je ne peux pas me passer de Léa parce que donc, et puis je peux dire que des informations sont énormes et c'est l'intelligence intellectuelle artificielle qui m'aide à traiter des informations. Et ça, c'est très important pour moi. Et je crois que c'est important pour des autres, pour des étudiants aussi. En ce qui concerne le sujet sur lequel je me penche, c'est pourquoi le sujet m'a beaucoup interpellée en ce qui concerne, donc il faut trier des choses, celles que nous voulons confier à l'intelligence artificielle et les choses que nous ne voulons pas. Peut-être en ce qui concerne la langue, quand nous réfléchissons à une langue, c'est pas de sauter de coq à l'âne, mais c'est la langue est liée à la culture et notre vision de monde, comme la philosophe l'a évoqué déjà. Et ce domaine de la vie, je ne crois pas qu'il soit épargné de l'IA. Et mon exemple, ça fait longtemps que pendant des années, j'ai essayé d'apprendre le français. Et j'ai passé des différents niveaux, mais quand même, je n'ai pas eu l'occasion de parler le français. Mais l'intelligence artificielle, actuellement, m'aide à le faire. Par exemple, le programme, l'application Advanced Voice, en vérifiant mon langage, en corrigeant mes fautes. Et aussi, pour nous, en tant que les gens impliqués dans les processus de l'éducation, de l'apprentissage, il faut prendre en considération ce qui se passe actuellement à l'IA, dans le domaine de l'IA. Et comme Robert l'a déjà dit, donc, peut-être l'intelligence artificielle pourrait bien aider à passer l'examen en langue lettone, mais je crois que vous pouvez le tester avec le modèle O1 et cela va donner des meilleurs résultats encore. Ce qui est important, c'est de revenir à la réflexion que l'IA, c'est une responsabilité, c'est la nôtre responsabilité. Ce que je voudrais accentuer, c'est il est important que les étudiants, les élèves, quand ils ont l'affaire avec l'IA, il faut quand même qu'ils aient une personne qui est compétente dans ce domaine et qui apprend, les personnes qui apprennent aux apprenants comment l'utiliser. Et nous, en tant qu'adultes, nous sommes responsables d'avoir conscience et de comprendre ce qu'on peut faire ou pas faire avec l'IA. Donc, c'était très intéressant pour moi d'entendre vos interventions. Merci. Et en fait, nous allons passer à la pause café. Merci à Yvetta. Et maintenant, à Mathieu, les mots de conclusion. Merci encore infiniment pour tous ces échanges. Très rapidement pour
pour conclure, je souhaitais bien évidemment remercier à nouveau l'Université de Lettonie, le recteur et toutes ses équipes, bien sûr Linda, pour avoir co-organisé avec nous, ambassade et institut, cet événement et ce dialogue important. C'est le deuxième, je l'ai expliqué en introduction, de nos dialogues bilatéraux entre la France et la Lettonie, et j'espère que c'est aussi le début de ces dialogues annuels. Nous avons d'ailleurs, lors des échanges avec le ministère de la Culture dernièrement, déjà potentiellement identifié le sujet l'année prochaine de ces prochains dialogues, puisque ça a été évoqué aussi, la question des médias et de la désinformation est une question essentielle aussi dans le cadre de notre coopération bilatérale, qui pourra faire également l'objet d'un événement comme celui-ci. Donc un grand merci aussi à vous tous publics d'avoir été là. L'idée aujourd'hui était d'avoir à la fois une discussion un peu cadre sur les grands enjeux de l'intelligence artificielle et de l'éducation, et aussi d'avoir des exemples concrets. Je sais qu'il y a beaucoup de praticiens également dans la salle, et d'ailleurs les questions qui sont remontées étaient liées vraiment aux pratiques très concrètes des enseignants, et je crois que dans cet espace-là, il y a pu avoir aussi quelques exemples et quelques échanges. Et puis remercier bien évidemment tous nos panélistes et nos intervenants, que ce soit nos experts venus de France, mais aussi les experts lettons ici. Quelques petits cadeaux en effet pour vous de la part de l'ambassade, de l'Institut et de l'université, qui sont pour vous. Je vous en prie Linda, du coup on peut en effet faire ces cadeaux-là. Rejoignez-moi s'il vous plaît pour remercier à nouveau tous les intervenants. Et peut-être pour conclure, et en guise d'introduction pour la partie réseautage qui va suivre à l'instant, je dirais que depuis quelques années, ça a été mentionné en effet par l'ambassadeur, le sujet de l'intelligence artificielle fait vraiment partie de nos sujets prioritaires dans le cadre de la coopération bilatérale. Et on voit encore plus aujourd'hui, à la fois par rapport au sommet qui sera organisé en France en février, mais aussi ici en Lettonie sur la création de ce centre pour l'intelligence artificielle, combien sur l'ensemble des secteurs, le secteur éducatif, le secteur de la recherche et l'innovation, le secteur aussi des entreprises, le sujet de l'intelligence artificielle peut être un champ de coopération intersectorielle. Et je crois que nous avons devant nous, entre la France et la Lettonie, mais bien sûr aussi de façon multilatérale au niveau européen, des beaux enjeux de coopération, et que nous pourrons continuer et poursuivre ces coopérations, et que ça pourra être en effet l'objet notamment maintenant de nos discussions lors du réseautage. Encore un grand merci à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup.